Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à votre rendez-vous d'entretien et d'opinion sur Azur TV. Face à face cette semaine avec David Nakache, secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir David, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Le Parti Socialiste qui a changé de gouvernance, on va en parler avec l'arrivée de Xavier Garcia à la tête de la Fédération des Alpes-Maritimes. Une fédération compliquée parce que dans le département, il y a hégémonie de l'UMP et on l'a vérifié d'ailleurs lors des dernières élections départementales. On parlera du programme aujourd'hui que vous souhaitez défendre, des idées que vous souhaitez poser dans le débat, parce qu'il y a matière à pas reconstruction, mais en tout cas à remise en question. Et Xavier Garcia l'a très bien dit au soir des élections. On va parler de l'actualité nationale, bien entendu. On va parler des dérapages de Robert Ménard, qui vous touchent, j'imagine, de très près. On va parler aussi d'actu locale. On ne parlera pas des élections régionales parce que vous êtes fonctionnaire au Conseil régional et que donc vous avez un droit de réserve. Donc voilà, pas de questions sur les candidats, en tout cas aux élections régionales. Vous retrouverez bien évidemment vos chroniques habituelles, le 5 minutes pour convaincre en milieu d'émission, et les réseaux sociaux pour conclure. David Nakache, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est la question du jour, parce que vous le savez, on enregistre cette émission le mercredi, elle est diffusée pour la première fois le mercredi soir. C'est aujourd'hui que François Hollande fête ses 3 ans de présidence. On entend et on lit partout dans les médias que le bilan n'est pas à la hauteur. Vous avez été une voix un petit peu dissonante, hein, très proche des frondeurs, même carrément. Je l'assume. Donc voilà, vous assumez. Donc j'imagine que votre bilan n'est pas aussi angélique que Stéphane Le Foll, par exemple, qui dit que tout va aller mieux dans les prochaines années. Non, bien sûr, il y a des aspects très positifs. Le mariage pour tous, les moyens remis enfin dans l'éducation nationale et dans les services publics en général, la réforme de la justice, de la santé, des aspects qui sont fondamentaux pour notre société. Et il y a des points négatifs, les points sur lesquels j'estime, et on estime, puisque nous sommes nombreux dans ce cas-là, que les engagements de 2012 ne sont pas tenus, ou du moins qu'on ne fait pas toute la volonté politique nécessaire pour les tenir et pour respecter la parole donnée aux électeurs. Ces engagements-là se focalisent sur la question économique, essentiellement, la question du pouvoir d'achat. Et dans l'histoire des 3 ans que nous venons de vivre, il y a 3 tournants. Le premier tournant, c'est Florange. Florange qui a cristallisé la question de l'interventionnisme d'État ou pas, et où on avait l'intervention de François Hollande, c'est ça, hein, sur le toit, qui avait promis qu'il allait aider. Oui, et puis la possibilité d'une nationalisation temporaire, qui avait été défendue d'ailleurs par Arnaud Montebourg, et qui a été abandonnée à mon sens à tort, parce que ça Arnaud Montebourg, dont vous êtes le mandataire dans le département, c'est pour ça que c'est important qu'on le précise. Tout à fait, que je représente dans les Alpes-Maritimes. Donc le premier tournant, ça a été Florange, où là on a montré qu'on abandonnait la possibilité d'un interventionnisme d'État fort. Le second tournant, ça a été à mon sens le choix de Manuel Valls comme successeur de Jean-Marc Ayrault, parce que Manuel Valls était un candidat aux primaires qui avait fait moins de 6%, qui avait tenu une ligne politique plus libérale. Et qui était très populaire depuis qu'il était ministre de l'Intérieur. Tout à fait, mais qui, si vous voulez, dans l'idéologie du Parti Socialiste et dans les fondamentaux du socialisme, était à la marge, puisqu'il se positionnait, lui, sur une politique d'orientation beaucoup plus libérale, et il l'assumait de façon très cohérente. Ce n'est pas une critique sur la cohérence de Manuel Valls, qui est très cohérent dans son propos. Et pour vous, c'était un problème de ligne, en fait. Et on aurait dû aller sur une ligne plus à gauche. Il fallait donner un cap à gauche, on a donné un cap à droite, pour faire simple. Et le troisième tournant, ce sont les lois Macron, où là, on sort carrément du socialisme traditionnel. Alors, le constat est clair, hein, de votre côté, le diagnostic. Je voudrais revenir sur ce que vous dites. Donc, pour vous, il y a eu une erreur de ligne, on aurait dû nommer quelqu'un d'autre. Mais est-ce que le fait que le Front National progresse, que l'UMP réalise de bons scores, ça ne veut pas dire que justement la ligne très à gauche n'est pas dépassée? Alors, il ne s'agit pas de personnel politique, il s'agit d'orientation politique. C'est de ça dont je vous parle. On parle vraiment de fond. Je ne crois pas. Je crois au contraire qu'en 2012, quand François Hollande parlait de son ennemi qui était le monde de la finance, son adversaire qui était le monde de la finance pour être plus précis, quand on avait 60 engagements précis, on avait un candidat qui était en connexion avec l'électorat, qui était en phase avec. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a empêché François Hollande de tenir ses promesses? Alors là, il faudrait lui poser la question, hein, bien sûr, mais on a une forme d'immobilisme à la tête de l'État, de manque de volontarisme politique et de quasi-résignation devant la question économique. Alors bien évidemment, il y a la mondialisation, bien évidemment, il y a le carcan européen, mais ça n'empêche pas un volontarisme politique fort, notamment sur les questions de réforme des institutions ou les questions sociales en interne au pays. Sur la question de la montée de l'extrême droite, qui est extrêmement inquiétante, très inquiétante dans notre pays, et de
la façon dont la droite traditionnelle devient une droite extrême. Puisque maintenant, entre certains propos de Christian Estrosi ou de Jean-Marie Le Pen ou de Robert Ménard, il n'y a plus vraiment de différence, il n'y a plus de ligne. On est allé au-delà de la porosité, on est vraiment maintenant dans un discours commun. Sur ces questions qui sont très graves, on ne voit aucun signal qui permette de penser aujourd'hui que les régionales ne vont pas se passer de la même manière que les départementales ou les municipales ou les européennes, et plus tard les présidentielles. Donc si on ne change pas de cap et d'orientation, les mêmes causes produisant les mêmes effets dans les mêmes conditions, on risque d'avoir encore des défaites électorales. Alors, avant de parler du cap, justement, que vous souhaitez prendre, un mot sur ce que vous venez de dire sur la porosité et sur les propos de Christian Estrosi. Vous faites référence à l'islamo-fascisme et à la cinquième colonne. Ce sont des propos qui ont été une première fois tenus par Christian Estrosi il y a quelques semaines, voire quelques mois. Pas de débat, pas de polémique. Là, effectivement, ces propos sont montés en épingle. Alors, est-ce que c'est depuis qu'il est candidat au régional? Est-ce que le battage médiatique se fait un petit peu, pas au hasard, mais voilà, à l'occasion de ces propos-là? Manuel Valls les avait repris, ces propos d'islamo-fascisme. Peut-être pas de cinquième colonne, mais d'islamo-fascisme. C'est complètement différent. Sur l'islamo-fascisme, qui est un terme que je récuse, parce que historiquement, même si je ne suis pas spécialiste et je ne suis pas historien, mais le fascisme se fonde sur un État fort, structuré. Même si on a une tentative de Daesh de constituer un État islamique structuré, Al-Qaïda et Daesh fonctionnent pour l'instant plus sur le réseau. Le terrorisme, pour revenir à la base, qu'est-ce que c'est? Parce qu'un terroriste n'a pas les moyens de vous vaincre avec une armée régulière sur un champ de bataille, il va utiliser la peur. Des actes d'une violence inouïe, gratuite, décapitation derrière Gourdel, les Twin Towers aux États-Unis, pour frapper l'imaginaire et la peur. Quand on tient un discours alarmiste comme Christian Estrosi, 5e colonne, 3e guerre mondiale, un discours apocalyptique, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de la peur à la terreur que suscite déjà le terroriste. Mais alors, si cette réalité existe et si on ne veut pas céder à cette psychose, pourquoi le gouvernement présente une loi sur le renseignement qui accroît considérablement les moyens pour les services secrets? Je sais que vous y êtes opposé, donc c'est pas vous qui allez la défendre, cette loi, mais néanmoins cette psychose, elle n'est pas qu'à droite et à l'UMP ou au Front National, elle est aussi à gauche, parce que, on l'a vu avec le vote, énormément de députés socialistes ont suivi Manuel Valls sur cette question. Tout à fait, c'est une dérive, c'est un danger. D'abord, légiférer dans l'urgence est toujours un danger. Il fallait légiférer. On est obligé de le faire parce qu'on savait d'une part qu'il y a un manque de coordination entre les services de renseignement qui fait par exemple que la compagne de Koulibaly a pu s'enfuir simplement pour un manque de coordination entre services. Et on sait aussi qu'il y a des écoutes qui se pratiquent actuellement de façon non encadrée, de façon illégale. Donc il fallait légiférer, donner un cadre légal. Mais ce n'est pas parce qu'il faut donner un cadre légal qu'il faut tout autoriser. Le ministre de l'Intérieur nous dit en débat à l'Assemblée que la loi ne porte pas atteinte aux libertés individuelles, mais à la vie privée. La défense de la vie privée, c'est une liberté individuelle. On ne peut pas porter atteinte à la vie privée sans atteindre aux libertés individuelles. La commission de contrôle qui va se charger de vérifier que ces écoutes ne rentrent pas justement dans le cadre de la suppression des libertés, vous ne lui faites pas confiance, vous n'y croyez pas? Ah si, on peut lui faire confiance, mais elle n'a un rôle que consultatif. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se passe de juge? Vous pouvez avoir maintenant donc une mise sous écoute, ou du moins l'utilisation de données, puisque par définition, tout est écoutable à partir de cette loi. L'utilisation des données peut être faite sur décision du Premier ministre, sans passer par un juge, décision du politique. Moi, je me pose une question vraiment d'ordre politique à ce niveau-là. Il y a d'abord où on place le curseur entre sécurité et liberté individuelle. C'est un débat, des données qui sont conservées pendant 30 ans, etc., c'est excessif. Mais au-delà de ça, on a Manuel Valls qui nous dit, les yeux dans les yeux, il y a quelques mois, j'ai une angoisse, une peur, une crainte, c'est que Marine Le Pen prenne le pouvoir, c'est plus une simple possibilité, elle a réellement les moyens de le faire. Et il met la France en garde contre ça. Et 2 mois, 3 mois après, il dote l'exécutif de pouvoirs liberticides, de pouvoirs exorbitants sur les libertés individuelles. Que se passe-t-il si demain, en 2017, Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle nomme un Premier ministre, Alliot-Marie, peu importe qui, Michel Alliot, pardon, elle nomme un Premier ministre, et là... Louis Alliot, pardon, voilà, je vais y arriver. Louis Alliot, Premier ministre, que se passe-t-il? Ils ont entre leurs mains un arsenal qui permet d'écouter les discussions privées des gens, de lire les mails, d'atteindre à la vie privée, puisque même le ministre de l'Intérieur l'a reconnu. Là, il y a un réel danger. Et ils reviendront sur cette loi puisqu'ils ont voté contre. Donc du coup, ils seront obligés de revenir sur cette loi et on leur fera la remarque. On leur fera peut-être la remarque, mais la loi est votée, on donne des pouvoirs au Premier ministre qui sont exorbitants. On se passe de l'autorisation d'un juge et on va trop loin dans la restriction des libertés. Il y a aussi juste un dernier mot là-dessus. Tout comme je vous disais tout à l'heure que Christian Estrosi rajoutait de la peur
à la terreur que suscitait le terroriste. Les terroristes, le terrorisme en général, combat nos libertés. Quelle est la logique? Parce que le terroriste met en danger nos libertés, de nous-mêmes restreindre nos propres libertés. Mais en même temps, comment on regarde la réalité en face si on n'explique pas que Daesh, sans rentrer dans la racine historique du fascisme, mais Daesh, c'est quand même un régime totalitaire extrêmement sanguinaire. Précisément. Et qui fait peur. Aujourd'hui, les Français ont peur. Alors, effectivement, peut-être c'est de la responsabilité des politiques, de la presse, mais il y a eu des événements quand même. L'agression du militaire ici, qui est peut-être le moins grave de tout ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, avec Mohamed Merah, avec Hervé Gourdel, avec les exécutions. Et là, les hommes qui sont morts aux États-Unis. Donc, à un moment, est-ce que regarder la vérité en face, c'est pas aussi reconnaître qu'il y a un problème et qu'on est face à un régime totalitaire, fasciste ou pas? Alors, totalitaire, oui, il y a une volonté totalitaire puisque Daesh, Al-Qaïda souhaitent justement contrôler tout, y compris les pensées, les lectures, l'enseignement. Donc on est vraiment dans une volonté totalitaire. Par contre, pas fasciste, je vous ai indiqué les raisons pourquoi. C'est une question de terminologie, mais c'est important pour savoir à qui on a affaire pour le combattre efficacement. Je ne pense pas qu'on soit dans une question de choc de civilisation. D'un côté, la civilisation judéo-chrétienne dont se réclame Christian Estrosi, et de l'autre côté, l'islam. On est dans une volonté d'asseoir une domination, un asservissement, sous couvert de religion, en instrumentalisant une religion. Et d'un autre côté, la défense des libertés. Mais l'UMP et Christian Estrosi, comme Éric Ciotti, ne stigmatisent pas l'islam. Ils stigmatisent une frange de ces islamistes. Non, précisément non. Christian Estrosi est celui qui a déclaré il y a déjà plusieurs mois, qui a maintenu ses propos, qui les a défendus, que l'islam était incompatible avec la République. Quand il dit ça, il ne dit pas l'islamisme, il dit l'islam. Et il a entretenu volontairement le flou. Alors comme il a eu une volée de critiques, y compris dans son propre camp, qu'il a été repris par son propre camp, il s'est mis à préciser maintenant, mais il se positionne toujours en dehors de la laïcité. Quand il parle de civilisation judéo-chrétienne contre l'islam, il se positionne en dehors de la laïcité quand il dit qu'il s'oppose à la construction de toute mosquée future à Nice, parce que normalement un maire est neutre, et dire je m'oppose à la construction de lieux de culte, c'est enfreindre la laïcité, c'est l'entrave à la liberté de culte. Donc Christian Estrosi sort du cadre républicain et sort du cadre laïque. Donc pour vous, il y a un problème de discours et pas que à droite, évidemment au Front National aussi, la question de la laïcité qui est centrale. Néanmoins, pacte de fraternité, il y a une discussion quand même à Nice entre les communautés que la municipalité orchestre ou en tout cas organise. Ça, pour vous, ça sort aussi du cadre de la laïcité? Non, pas du tout. Il y a des choses très positives qui sont faites. Il ne faut pas noircir le tableau. Simplement, quand on a un responsable politique de premier plan, député, maire, qui sort du cadre laïque et républicain, en se prétendant républicain ou en se prétendant républicain par ailleurs, il faut le dire clairement. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf ou une posture angélique. La réalité est là, mais il faut de la mesure et de la responsabilité quand on est aux affaires. Alors, on ferme cette parenthèse de l'islamisme et de la menace terroriste, la loi du renseignement. Je voudrais qu'on vienne sur le dossier économique. On passera aux 5 minutes pour convaincre juste après. Parce que ça, c'est aujourd'hui la pierre angulaire de la réussite d'un gouvernement. Si on ne combat pas le chômage, si on ne combat pas la baisse du pouvoir d'achat, on a beau faire ce qu'on veut, des réformes sociétales, des réformes importantes, on a l'impression que dans l'opinion publique, on sera toujours taxé d'échec. Donc, pour vous, aujourd'hui, pour restaurer cette confiance, pour restaurer ce bien-être français, quelle ligne doit prendre François Hollande, ou en tout cas quelle ligne vous souhaiteriez qu'il prenne pour les 2 ans qui restent dans son mandat? 5 minutes pour convaincre ensuite et on passe aux questions locales évidemment qui sont importantes. Bien sûr. Vous savez, les Français sont prêts à admettre beaucoup et à comprendre beaucoup. Si à l'arrivée de son mandat, François Hollande avait dit voilà, on découvre les comptes publics, la situation est beaucoup plus grave que prévu. Sur les 60 engagements, je ne peux en réaliser que 30 et sur les 30, certains seront réalisés qu'en fin de mandat, les gens auraient compris. On est resté dans le déni, on n'a pas voulu dire la vérité aux gens, et les gens se rendent compte qu'on leur demande à eux de serrer la ceinture, mais que ce n'est pas la même chose pour tous. À partir du moment où il y a de l'équité, les gens acceptent, comprennent et sont volontaires. Là, ce n'est pas le cas. On verse 40 milliards d'euros aux entreprises sans contrepartie, sans distinction, aux entreprises qui polluent comme à celles qui ne polluent pas, à celles qui délocalisent comme à celles qui font du Made in France, à celles qui réinvestissent dans l'appareil productif et qui embauchent comme à celles qui reversent en dividendes, sans aucune distinction. Donc les Français voient des milliards, des dizaines de milliards qui partent, eux n'arrivent pas à remplir le frigo, n'arrivent pas à habiller les petits, sont sous le coup pour certains d'une expulsion, et depuis la fin de la trêve hivernale, on sait ce que ça représente, et ils ne voient pas de gestes envers eux. Un gouvernement socialiste ne peut pas faire fi de l'urgence et de la crise sociale.
Donc, dialogue social, et je ne parle pas qu'avec les entreprises, dialogue social dans sa globalité, on va dire renforcé. Et concrètement, du côté des mesures, qu'est-ce qui vous paraîtrait opportun là dans les mois qui arrivent? Tout d'abord, il faut, donc je vous disais, conditionner les aides aux entreprises d'une part et soutenir les ménages de l'autre pour le pouvoir d'achat, tout simplement. D'autre part, il faut, sur la question du pouvoir d'achat, lancer cette grande réforme fiscale qu'on avait promis en 2012, qu'on n'a pas faite. On promettait de fusionner l'impôt sur le revenu de la CSG. Maintenant, c'est trop tard pour les fusionner, mais on peut rendre la CSG au moins progressive et rendre de la justice fiscale et alléger les tranches les plus basses à ce niveau-là. Parce que ça aussi, c'est un échec de François Hollande, c'est cette accumulation de charges fiscales, 60 milliards depuis le début du mandat. Est-ce que là aussi, c'est pas un argument qui ne plaide pas vraiment en sa faveur? Est-ce que les impôts sont trop importants pour être... C'est un argument évident parce que ça touche tout le monde reçoit la feuille d'impôt, tout le monde le voit et on ne comprend pas parce qu'on a promis l'inversion de la courbe du chômage qui n'était pas prévue, on en a parlé, on s'est fixé à nous-mêmes un objectif qu'on n'a pas réussi à atteindre parce qu'on voit que les chiffres ne sont pas bons. Vous savez, moi je ne suis pas un libéral. Mais s'il y avait vraiment une inversion de la courbe du chômage, j'aurais dit bravo. C'est que je me suis trompé économiquement, c'est que toutes mes analyses sont fausses, ils ont raison, tant mieux. Mais les résultats ne sont pas là. Donc il faut changer de cap. Ce quinquennat, on vient de passer 3 ans, il reste encore 2 ans. En 2 ans, on peut faire beaucoup. On peut réorienter la politique, on peut aider les ménages, on peut conditionner les aides, on peut rendre l'impôt enfin juste et progressif en France. On a encore beaucoup à faire. Et le Congrès va peut-être être aussi un premier test justement sur la ligne. On y reviendra en toute fin d'émission. On passe aux 5 minutes pour convaincre avec donc les photos que je vais vous présenter, David Nakache. Alors on va essayer d'aller vite, je vais vous montrer 3 photos et vous allez me dire ce que ces photos vous inspirent. On va commencer avec la première, c'est la polémique du moment. Robert Ménard, maire soutenu par le Front National de Béziers, avec cette histoire donc, des enfants fichés ou pas. Il est là actuellement, enfin ce matin, il était entendu par la police. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire? De la crainte. Du dégoût bien sûr par rapport à ce qui se passe, mais de la crainte. La dernière fois qu'on a fiché des gens et des enfants selon leur confession ou leur origine, c'était sous Vichy. C'est les plus sombres pages de l'histoire de France. Voir venir ça aujourd'hui ici est extrêmement dangereux. J'espère que l'enquête va aller au bout. Alors, apparemment pas de listing. Robert Ménard se serait juste fié au nom, ce qui est peut-être différent, mais au nom voilà, des enfants. Hein. Oui, on n'a pas retrouvé de listing précis. Bien sûr, de toute façon, généralement, on ne laisse pas des preuves étalées sur le bureau en disant « Regardez, j'ai un listing ». Bon, lui, il s'est vanté dans les médias de le faire. Peut-être qu'il ne contrôle pas sa communication et après… Il a rétropédalé. Il a rétropédalé quand il s'est rendu compte qu'on allait loin. Mais il faut être extrêmement ferme. Et je pense là-dessus que Emmanuel Valls et François Hollande le seront. Et je pense que ça peut aller jusqu'à la destitution du maire. Si un maire enfreint les règles de base républicaines et atteint aux libertés, comme c'est le cas, il faut aller jusqu'au bout. Cécile Duflot l'a demandé hier lors des questions au gouvernement. Bien sûr. Seconde photo, Arnaud Montebourg, dont vous êtes un proche collaborateur, on peut dire, puisque vous êtes son représentant ici dans les Alpes-Maritimes. Il a un petit peu quitté la scène politique quand même, parce qu'on l'entend moins, on le voit moins, on sent qu'il a pris peut-être un petit peu de recul, il est rentré dans le monde de l'entreprise, ça fait un petit peu parler. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez encore proche de lui et aujourd'hui, est-ce que ses idées sont toujours vivaces dans le débat? Bien sûr, ses idées sont plus que vivaces. D'ailleurs, vous voyez que quand on fait le bilan des 3 ans, beaucoup regrettent qu'on ne soit pas allé au bout de ce que propose Arnaud Montebourg, des relocalisations, du Made in France, etc. Il est toujours présent. Ses idées animent le débat réellement. Vous verrez, il n'a pas quitté la politique. Arnaud Montebourg ne souhaite pas être un rentier de la politique. On ne peut pas être un rénovateur, dire regardez tous ces gens qui vivent de mandats, qui vivent de voitures de fonction, de téléphones de fonction, qui ne font plus leurs courses eux-mêmes, qui sont déconnectés du réel, et se présenter devant les Français en étant soi-même un rentier de la politique. Ce n'est plus possible. Eh bien, la preuve par l'exemple, il travaille dans le privé et il reviendra le moment venu pour les 2017. bonnes échéances. Oui, vraisemblablement. Oui, pour se présenter aux primaires oui, pour les primaires, bien sûr. De défendre les Il faut dire les choses, oui, tout à fait. Ok, on va terminer avec une dernière photo qui va nous faire le lien avec, alors c'est pas un arrêt sur image de ce plateau, mais c'est Xavier Garcia, le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste dans les Alpes-Maritimes. Il a succédé à Patrick Allemand. Il est sur une ligne, alors c'est aussi son rôle de premier secrétaire que de défendre l'action du gouvernement, mais il est sur une ligne un petit peu plus libérale que la vôtre. Beaucoup plus libérale. Beaucoup plus libérale. Bon,
on ne peut pas vraiment lui attribuer l'échec des départementales non plus, parce qu'il avait que 3 mois d'expérience et le combat est difficile dans les Alpes-Maritimes. Comment sont vos relations avec lui? De quoi discutez-vous? Et est-ce que dans les Alpes-Maritimes, finalement, on est un petit peu loin des problématiques nationales aussi, des distensions sur le programme économique, et on n'est pas plutôt sur une réflexion commune pour essayer d'avancer et de grappiller un petit peu de terrain? Il y a 2 plans. Le premier, c'est que nous sommes dans un département qui s'extrémise, avec les dangers que l'on connaît. Et là, devant l'extrême droite qui monte, devant l'extrémisation entre guillemets de la droite traditionnelle, puisqu'on n'a plus quasiment de droite républicaine en face de nous, nous faisons front commun, nous faisons bloc. Et nous menons les batailles locales ensemble, avec Patrick Allemand, avec Xavier Garcia. L'ensemble de la fédération est soudé à ce niveau-là, parce que c'est notre devoir. Après, vous avez les orientations politiques générales. Xavier, avec qui je m'entends très bien par ailleurs, est quelqu'un qui est beaucoup plus libéral que moi dans son orientation politique, puisqu'il va défendre les lois Macron dans leur intégralité, voire plus loin, même au niveau sécuritaire, quand on avait des débats sur la question des Roms ou autres. Donc on n'a pas les mêmes postures. Mais ce qui compte maintenant, c'est que le Parti socialiste, dans les Alpes-Maritimes comme ailleurs, redevienne utile aux Français, redeviennent utiles à la population, servent de relais des luttes locales, servent d'alerte quand il faut alerter et servent de pourvoyeurs de propositions et d'alternatives. Actuellement, le Parti socialiste des Alpes-Maritimes est en recul depuis plusieurs années dans beaucoup de territoires, de villes où on n'a plus de candidats, des vallées où les sections dans les villages s'arrêtent de travailler. On est dans une période de reconstruction pour vous, véritablement? De refondation. Pour moi j'appelle à une refondation du Parti socialiste idéologique par rapport à la dérive libérale que l'on a nationalement et une refondation structurelle pour être présent dans le territoire, à l'écoute des citoyens et pour leur venir en aide. Il faut que notre parti redevienne utile à la population. C'est le défi que nous avons à mener et nous le mènerons avec toutes les forces vives du parti, qu'ils soient plus libérales, plus interventionnistes. Nous sommes tous des socialistes, on travaillera tous ensemble à ce niveau-là. Alors, on ne va pas parler de la campagne des régionales, mais néanmoins on va faire une projection. Imaginons que la région bascule à droite, donc Christian Estrosi est élu, quasiment tous les départements de la région PACA sont à droite, dont les Alpes-Maritimes. Comment les socialistes peuvent peser dans le débat, parce que c'est important aussi de peser dans le débat. C'est bien d'être sur le terrain, de refonder la fédération, mais il faut aussi porter ses idées. Marie-Louise Gourdon peut-être au conseil départemental des Alpes-Maritimes, mais voilà, concrètement, si cette région bascule à droite, vous allez être réduit à la portion congrue véritablement dans le débat et dans l'action. Je ne pense pas. Je pense que quand on a des bonnes idées, elles sont toujours entendues. Je pense que quand on fait une offre politique, avec du contenu. Vous voyez, vous me parliez de la question du djihad, par exemple. La question du djihad, n'importe quel républicain dans l'Alpes-Maritimes, si on a une analyse intelligente, va l'écouter, parce que c'est notre devoir de républicain. On peut dialoguer avec toutes les forces politiques du département. Donc il y a un dialogue quand même qui existe. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'actuellement, le Parti socialiste ne produit plus suffisamment de réflexion, d'idées, de débats sur la laïcité, sur ces questions très importantes. Il faut remettre en marche la machine, il faut remettre au travail, il faut écouter la base et les adhérents qui ont leur mot à dire, qui ont des idées, qui ont des points de vue. Il faut faire vivre tout ça. Et il faut un aspect participatif que l'on n'a plus, que l'on a perdu. Il faut que cette fédération renaisse. Alors, avant de parler du congrès, une question sur une voisine qui parle beaucoup en ce moment dans les médias. Elle s'appelle Elsa Di Meo. Elle a écrit un livre sur la présence du Front National à Fréjus. Elle est amenée à prendre des responsabilités. Est-ce que vous avez lu ce livre? Est-ce que vous partagez son analyse, sans être vous-même dans le Var? Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce genre d'initiative a encore une prise sur les Français? Est-ce qu'elle ne s'adresse pas qu'à ses électeurs et qu'aux socialistes finalement? Non, je ne pense pas. D'abord, elle a un écho national, vous le voyez, puisque maintenant, avec ce livre, elle a une écoute nationale, elle passe sur des médias nationaux, ce qui est une très bonne chose, parce que ça pourra avoir un rôle d'alerte. Il faut avoir aussi un rôle de vigie. Vous parliez quel rôle peut avoir le Parti socialiste. Quand on est un élu socialiste en terre frontiste, qu'est-ce qu'on fait? On surveille, on analyse, on alerte quand il y a un danger, comme ce qui se passe avec Robert Ménard. Il l'a fait lui-même dans les médias, mais si un élu local s'en était rendu compte, il l'aurait dénoncé. Donc, elle a ce rôle de vigie qui est très important. Elle remplit cette fonction à Fréjus, je l'en remercie, c'est très bien qu'elle le fasse. Elle est courageuse dans sa démarche.
Et c'est très bien. Et il faut avoir ce rôle-là et en même temps amorcer une réflexion pour justement une vision alternative. Hein. Et je pense qu'Elsa Di Meo a ce courage-là, cette volonté, et c'est un très bon exemple. Voilà, qui est la leader des socialistes à Fréjus, qui s'est retirée dans Tout à fait. l'entre-deux tours Tout à des fait. municipales pour essayer d'éviter Elle a été l'élection exemplaire, du Front National. Donc elle n'est plus élue au conseil municipal, mais elle reste très active, en tout cas dans ses activités de militante politique. On va terminer, je regarde le chronomètre, il reste 1 minute 30 environ. Pour parler du congrès, alors on ne va pas faire le débat avant qu'il n'ait lieu, mais simplement pour savoir si le congrès qui se rapproche, avec des motions qui vont être défendues, va être un premier test pour François Hollande. Quand je dis premier test, c'est de savoir quelle ligne doit-il adopter pour la fin de son mandat. Est-ce que vous espérez que les lignes les moins libérales l'emportent? Oui, bien sûr. Parce que Jean-Christophe Cambadélis a réussi à avoir un maximum de soutien quand même. Oui, mais d'abord, ça c'est contestable. Et puis ensuite, ce n'est pas un premier test, c'est le seul. C'est le seul moment, pendant 5 ans, où les adhérents du Parti Socialiste ont leur mot à dire par un vote sur la ligne du gouvernement et sur le comportement du Parti Socialiste. Est-ce que le Parti Socialiste est utile quand il ne fait que faire le service après-vente du gouvernement en expliquant ses réformes, ou est-ce qu'il serait plus utile en proposant des alternatives quand il estime que les décisions prises ne sont pas les bonnes? La question est là. Quel est notre positionnement, le fonctionnement du parti par rapport au gouvernement, et quelle est la politique que doit mener le gouvernement? C'est le seul moment où les adhérents, en 5 ans, ont la possibilité de s'exprimer. Je souhaite qu'ils le fassent tous le plus nombreux possible et qu'on réoriente la politique de ce gouvernement. Merci beaucoup, David Nakache, pour ces réponses franches, pas de réseaux sociaux ce soir, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, donc voilà, il va falloir qu'on rende l'antenne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, comme chaque semaine, de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cet entretien sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. Passez une très bonne soirée et à la semaine prochaine.